pendant que tu dis ça, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer qu'on parle avec les mains, en fait, tout le temps. En gros, certains montrent aussi que la gestuelle mobilise les mêmes régions, déjà. Et alors, pas tout type de geste, hein. En tout cas, ces gestes intentionnels, référentiels aussi, déjà, ils émergent très tôt dans l'enfance et c'est même une condition pour le développement de la parole. Tous ces comportements préverbaux du bébé sont déjà très structurants. Donc, le geste, notamment le fameux geste de pointage, est très structurant dans le développement des propriétés langagières. Donc, donc, on partage ça avec le singe, entre guillemets, on partage certaines propriétés gestuelles aussi, qui ne suffisent pas à faire un langage, à moins d'en faire un système avec étiquette aussi. Il y a les langues des signes, il y a beaucoup de langues des signes. Il y a la langue des signes française, américaine, turque, ukrainienne. Et donc, il y a aussi cette flexibilité des langues gestuelles. Et le singe, lui, n'est pas capable de faire ça. En tout cas, de créer des nouveaux étiquettes comme ça et de s'en servir. On peut lui apprendre, hein. Effectivement, il y a eu ces travaux dans les années 60 où ils ont appris la langue des signes. Mais là, on voyait qu'il manquait un pont, en tout cas dans les musiciens là, dont je parlais, avec la syntaxe. On ne trouve pas trop d'emboîtement. En tout cas, les gens qui se sont penchés sur cette question n'ont pas trouvé cette structure syntaxique dans la production de signes en revisionnant les vidéos d'époque de ces productions de signes. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les questions. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne retrouve pas cette flexibilité-là dans le système vocal, en tout cas nos chers cousins primates. Donc se pose une question, c'est quand est-ce que c'est arrivé cette flexibilité-là, cette capacité à pouvoir articuler, faire cette grande variabilité de phonèmes qui s'apprennent aussi, hein, par les langues, et de pouvoir ajuster comme ça, créer une infinité de mots grâce à cette articulation. Et ça suppose déjà de contrôler tout cet appareil-là volontairement. Et du coup, se poser des questions, quand est-ce que ça apparaît, ça, cette capacité de contrôle aussi flexible que la gestuelle. Et donc ça, on le voit finalement quand émerge... on voit déjà un peu une bascule chez les chimpanzés, en fait. Chez le babouin, déjà aussi, on peut voir que certains, très peu, hein, sont mis à faire des bruits de bouche. Ils ont peut-être découvert, parce que dans les fonctions de mastication, il y a des choses qu'on peut faire volontairement avec la bouche. Mâcher, aspirer pour prendre de l'eau. Et donc... nous, c'est vrai, on fait le parallèle quand on compare les systèmes vocaux humains et non humains. On fait beaucoup de parallèles entre la flexibilité des vocalisations des singes, beaucoup plus avec la flexibilité des vocalisations non verbales humaines. Tout ce qu'on produit en termes de cris, de rires, de pleurs, qui sont de la communication très importante. On voit qu'il y a aussi de la flexibilité dans ce type de production. Cet ajustement à l'autre aussi qu'on peut observer. On rigole pas de la même façon devant notre meilleur ami d'enfance. On rigole pas de la même façon quand on est tout seul ou devant notre patron, quoi. On n'aura peut-être pas forcément notre boss. On n'aurait pas forcément les mêmes rires. Donc on voit que même les expressions comme ça de vocalisation non verbale chez les humains sont sensibles à ça. Et donc ça a été pas mal décrit en fait chez les primates non humains. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour un primate, ça a l'air d'être très difficile de vocaliser sur commande de manière aussi flexible que pour la parole humaine. Et donc ça, on se pose des questions. On voit déjà que chez les babouins, certains se sont mis à faire des bruits de bouche. Donc c'est-à-dire contrôler volontairement des bruits de bouche. Mais bon, là, j'ai pas vu d'observation, j'ai pas fait d'observation d'usage communicatif de ça. C'est juste pour le fun. Certains se sont mis à faire plutôt ça, d'autres plutôt... Et les chimpanzés, par contre, il y a déjà une bascule. On voit qu'eux l'utilisent. Ceux qui ont découvert ça, oh, génial, ils se sont mis à l'utiliser pour attirer l'attention. Ou leur faire des proutes. Tout en faisant des gestes. On voit qu'il y a une association geste-lèvre déjà qui commence à s'intégrer dans la communication intentionnelle. Je m'ajuste aussi en produisant des sons pour attirer ton attention. C'est-à-dire que le son la manipulation du son commence à rentrer dans ces comportements référentiels et intentionnels. Et ça, c'est intéressant parce qu'on commence à avoir un système intentionnel bimodal qui intègre les deux de manière volontaire. Et ça, c'est super intéressant. Et il se pose la question du larynx. Et là, il y a encore beaucoup moins de chimpanzés, mais certains y arrivent à faire à contrôler volontairement ça, là, ici, là, et le faire volontairement. Il y a très peu, hein, c'est 10% des chimpanzés. Donc ça, c'est le primatologue Bill Hopkins qui avait observé ça. Ces fameux cris, c'est pas des cris, c'est des extended grunts qu'ils utilisent de façon intentionnelle et qui fait partie de ce répertoire
multimodal, intentionnel, pour attirer l'attention, pour pouvoir communiquer de façon volontaire. Et ça, c'est une bascule qui, pour nous, est importante parce que euh, et lui, il a fait des travaux, Bill, qui a montré qu'il y avait une mobilisation de l'ère de Broca quand il faisait ce type de production vocale, que ce soit du geste volontaire, intentionnel, référentiel ou des vocalisations contrôlées de ce type-là, atypiques, ben, il y avait les mêmes zones impliquées, quoi. Donc on voit bien que l'intégration de vocalisation volontaire, c'est déjà chez le chimpanzé, ça existe. Donc ça, c'est ancêtre commun. On aurait hérité de ça après nous pour, vu les vertus, la valeur adaptative de ces productions volontaires, pour pouvoir communiquer quand il fait nuit, notamment, ou des choses très élaborées, des conventions sociales très élaborées à distance. Bon, ben, ça a quand même des avantages indéniables qui a pu pousser à une complexification de tous ces muscles, de ce contrôle articulatoire très fin, un mouvement en élève, des bouches, tout ça, pour pouvoir faire une modulation de son. Mais visiblement, c'est pas les contraintes anatomiques qui permettent de parler. Avec le système d'appareillage vocal, les primates, ils pourraient faire tous les sons de la parole humaine. Je simplifie, mais c'est ce qu'a montré Louis Jambouet, notamment, et son équipe à Grenoble, que les limites sont plutôt cognitives, en fait. C'est plutôt l'avantage adaptatif de pouvoir contrôler volontairement tout cet appareillage-là. Donc, c'est une limite cognitive qui a été... qui a explosé avec l'Homo sapiens, de pouvoir contrôler volontairement tout ça, ces muscles-là, de façon aussi volontaire, en fait. C'est le contrôle cognitif qui est intéressant dans l'évolution, qui fait que le système intentionnel gestuel aurait intégré progressivement des vocalisations dans ce système-là pour devenir un système multimodal qu'on connaît aujourd'hui, avec ces mouvements de main quand on parle. Et les mouvements de main seraient fondateurs de ça. On le voit bien chez le bébé en développement, et chez l'adulte, bah, c'est un peu la composante, cet héritage-là qui persiste avec l'usage des mains quand on parle, quoi, qui a l'air si évident. Et c'est pour ça que c'est facile quand tu coupes le son, même dans le développement, de pouvoir développer une langue des signes, de pouvoir avoir toutes ces constellations cognitives au service de création de conventions partagées, de symboles avec les mains. C'est pas une difficulté de basculer de l'un à l'autre. On voit même les expressions faciales dans la langue des signes. La langue des signes française, notamment, elle est très, très riche, très importante. L'expression faciale fait partie de ces phrases signées, quoi, en partie intégrante de la communication signée. Donc ça, c'est... en tout cas, voilà. C'est pour ça que la langue des signes aussi nous intéresse beaucoup. On voit les liens main-bouche aussi chez les primates non humains. Quand il s'agit de s'épouiller, on voit qu'il y a les lèvres qui bougent en même temps. Un peu comme un enfant quand il dessine, on voit qu'il y a la langue qui bouge, ou les musiciens quand ils font des actions très fines avec les doigts, on voit ces petits mouvements de lèvres. Et donc on voit que main et bouche sont déjà câblés, quoi. Et même chez des espèces très éloignées, comme le macaque quand il épouille, le babouin, etc. Donc on voit bien que dans l'évolution, forcément, quand on commence à contrôler son mouvement pour faire la communication, quand on se recycle tous ces avantages du mouvement, toutes ces propriétés du mouvement, intention, flexibilité, référentiel, ben on peut faire la communication. Et, et puis que la bouche, grâce à au départ juste des propriétés masticatoires, d'aspiration, très vite on était embarqué là-dedans parce que c'est super avantageux pour devenir un système multimodal. Donc nous, humains, on a hérité de ça, quoi, de pouvoir en faire après ce système langagier multimodal qu'on connaît